Dans le silence feutré d'un soir d'hiver, un mystère s'apprête à éclore, fragile et brillant comme un éclat de cristal, sous la lueur des chandelles. Les cœurs battent encore des secrets que les mots n'osent dire, et quelque part, un esprit veille, prêt à démêler la vérité parmi les apparences. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Prêt? Entrons dans l'histoire. Très bien. Le courrier m'attendait sur le coin du bureau, empilé parmi des factures et une publicité pour un tailleur de Savile Row. Mais une enveloppe se distinguait du lot, papier ivoire, cachet rouge, odeur légère de cire et de mystère. L'adresse, tracée d'une écriture diplomatique, portait le nom d'Hercule Poirot, suivi d'un simple mot « personnel ». Je l'examinai longuement avant de céder à la tentation. L'invitation, imprimée sur un carton épais, annonçait un dîner officiel donné en l'honneur de son Excellence, l'ambassadeur de Rhénovie. Date, ce soir même. Lieu, ambassade de Rhénovie, Mayfair. Aucune mention d'hôte, de motif, ni d'attente particulière. Je relus ces lignes plusieurs fois, intrigué. Qui donc conviait mon ami sans autre précision? Et pourquoi cette hâte? Il y avait dans cette absence d'explication quelque chose d'à la fois raffiné et inquiétant, comme une politesse trop bien taillée pour être sincère. Poirot lut l'invitation d'un œil attentif, la tenant du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction. Sa moustache frémit, imperceptiblement. « Mon cher Hastings, dit-il enfin, voici une invitation fort curieuse, une ambassade étrangère, un dîner improvisé, et aucune explication. Ce n'est pas un hasard, non. C'est un appel, discret, mais précis, à l'intelligence d'Hercule Poirot. » Je ris. Vous imaginez qu'un ambassadeur puisse avoir besoin de vos petites cellules grises. Il haussa les épaules avec une modestie trop étudiée. L'ambassadeur peut-être pas, mais quelqu'un derrière lui, oui. En Rhénovie, il existe des secrets que l'on ne confie pas au ministère, mon ami. On les confie au dîner mondain. Il posa la lettre sur le guéridon, s'assit, puis replia méticuleusement son mouchoir de soie. Et puis, Hastings, quand une invitation surgit sans contexte, elle cache toujours une énigme. Vous savez comme je déteste les énigmes incomplètes. Je compris à son ton que la décision était prise. Le grand Hercule Poirot honorerait ce dîner. Et, comme toujours, il y trouverait une raison que nul autre n'aurait soupçonnée. Nous quittâmes l'appartement vers 7 heures précises. Poirot, dans son pardessus impeccable, paraissait taillé pour les dîners diplomatiques. Le ciel de Londres s'était teinté de cuivre et la ville brillait de ce faste discret qu'elle garde pour ses soirées d'ambassade. Le taxi roulait silencieusement à travers Mayfair. Les lampadaires se reflétaient dans les vitres. Les uniformes des portiers luisaient sous la pluie fine. Je remarquai que plusieurs passants semblaient nerveux, pressant le pas, jetant des regards furtifs vers les façades des bâtiments officiels. Poirot observait le tout avec calme. Voyez, Hastings, la peur a souvent meilleure mémoire que la courtoisie. Je ne compris pas sur le moment le sens de cette remarque. Mais plus tard, je devais admettre qu'elle contenait déjà la clé de cette étrange soirée. Un majordome en habit noir nous accueillit à l'entrée. Tout, dans sa démarche et son sourire, semblait réglé comme une cérémonie. L'air portait un parfum léger de cire et de fleurs blanches. Nous traversâmes un vestibule aux colonnes de marbre, puis un couloir tendu de soie bleue où des portraits d'anciens diplomates nous observaient d'un œil sévère. L'éclairage, trop doux, effaçait les angles
et transformait le décor en décor de théâtre. Poirot s'inclina légèrement devant le maître des lieux, un secrétaire élégant, au visage pâle. « Monsieur Hercule Poirot et le capitaine Hastings », annonça le majordome avec une déférence mécanique. « Soyez les bienvenus à l'ambassade de Rénovie », répondit l'homme d'un ton que je trouvais un peu trop lisse. Poirot, lui, inclina la tête avec un calme souverain. Mais je vis, à la légère oscillation de sa moustache, que déjà quelque chose le troublait dans cette perfection trop polie. La salle du banquet brillait de 1000 chandelles. Les tables, dressées avec un art quasi militaire, étincelaient de cristal. On servait un champagne doré, et le murmure des conversations formait un fond sonore parfaitement orchestré. Les convives composaient un tableau fascinant. Il y avait là une duchesse anglaise, un conseiller du Foreign Office, une pianiste célèbre, et quelques diplomates d'Europe centrale, dont les uniformes rivalisaient de décoration. Hercule Poirot, toujours maître de lui, observait chacun d'un regard qui n'était ni indiscret ni distrait, mais méthodique. Moi, je m'efforçais de suivre son exemple, bien que la beauté des dames et la richesse du décor m'en détournassent quelque peu. « Remarquez, Hastings, » me souffla-t-il à mi-voix, « les gants. Tous les invités les portent, sauf un... » Je cherchais du regard celui qu'il désignait. Un homme mince, au visage impassible, dont les mains nues serraient distraitement une coupe. « C'est peut-être un oubli, » risquai-je. « Chez certains, les oublis sont des aveux, » répondit Poirot, avant de sourire poliment à une duchesse qui venait de l'interpeller. Je compris que, pour lui, la soirée venait à peine de commencer. Un musicien, installé dans un coin du salon, tirait d'un violon une mélodie si pure qu'elle semblait suspendre le temps. C'est alors qu'un ambassadeur, un homme large et jovial, fit une plaisanterie sur « Pepter les petits pays sans histoire » en lançant un regard appuyé vers la table des Rénoviens. Un silence tomba aussitôt, imperceptible mais glacial. Poirot, sans cesser de sourire, posa sa coupe et pencha légèrement la tête. Je le connaissais assez pour comprendre. Une phrase venait de l'intéresser plus qu'un crime. Quelques instants plus tard, un domestique laissa tomber un plateau. Le verre éclata, des gouttes de vin rouge souillant la nappe immaculée. La pianiste poussa un léger cri. Tout rentra aussitôt dans l'ordre, mais le charme du dîner s'était brisé. « Mon cher Hastings, » murmura Poirot, « il y a des fautes de goût qu'un diplomate ne commet jamais par hasard. » Je frissonnai sans savoir pourquoi. L'air demeurait léger, mais quelque chose, sous les lustres, venait de changer imperceptiblement de ton. La table, ovale, longue et resplendissante de lumière, semblait avoir été dressée pour un tableau d'apparat. Chacun avait sa place, précise, étudiée, comme sur un échiquier aux règles connues de quelques-uns seulement. Je fus frappé par l'étrange équilibre entre richesse et retenue. Les couverts étaient d'argent, certes, mais sans ostentation. Les assiettes, délicates, semblaient avoir été sélectionnées pour flatter l'œil sans voler la vedette aux convives. Et quels convives! À ma gauche, un homme au front grave, aux gestes trop mesurés. Plus loin, une femme, au port altier, qui masquait son ennui derrière un éventail en nacre. Quelques visages s'égayaient brièvement, pour répondre à une plaisanterie légère. Mais les rires, je le remarquais, s'éteignaient vite. On parlait bas, trop bas pour que ce fût naturel. Poirot, lui, ne mangeait presque pas. Il feignait l'attention envers son assiette, mais je le sais, il observait. Chacun de ses regards était un fil tendu. Et je sentais déjà que, derrière ces sourires de convenance, quelque chose attendait, tapi, entre le cristal et les nappes impeccablement repassées.
Lord Ashcombe était installé à l'une des extrémités de la table, une position de prestige qui trahissait son rang. Son visage, aux tresses tirées, portait la marque d'un homme habitué à la chaleur des tropiques et au poids des responsabilités impériales. Il s'exprimait avec une lenteur calculée, choisissant ses mots comme s'ils étaient des pièces précieuses tirées d'un écrin poussiéreux. Il commenta l'un des vins servis avec un enthousiasme modéré, évoquant une dégustation à Madras en 1908, anecdote que nul ne contesta, mais que personne ne sembla non plus vouloir prolonger. Je notai qu'il évitait soigneusement certains regards, notamment celui du secrétaire rénovien. Poirot me glissa à voix basse. « Lord Ashcombe est un homme de devoir, Hastings, mais son œil gauche bat légèrement lorsqu'il ment. Remarquez-le, je n'étais pas sûr de percevoir ce battement, mais je constatai en effet que, lorsque la conversation toucha aux affaires rénoviennes, le noble s'était soudain plongé dans sa salade, comme si le vinaigre méritait une concentration stratégique. Il avait tout d'un lion fatigué, qui refuse encore d'admettre qu'il est désormais cerné. Elle était la seule à porter du noir intégral, une robe simple, sans bijoux, mais taillée avec une rigueur presque militaire. Son visage était celui d'une femme qui avait vu trop de vérité pour encore s'en émouvoir. Elle ne souriait pas, elle annotait. Madame Élise Vernet, correspondante du Figaro selon le carton posé devant son assiette, s'exprimait peu, mais ses yeux, eux, semblaient écrire tout ce que les autres taisaient. Elle ne touchait à son verre qu'à peine, pinçant les lèvres après chaque gorgée, comme on goûte un mensonge diplomatique. Poirot s'était intéressé à elle dès l'entrée. Elle écoute plus qu'elle ne parle, voilà un bon début. Mais ce n'est pas l'écoute d'une amie, c'est l'écoute d'un scribe qui sait que demain, tout aura une forme imprimée. Je ne pus m'empêcher de lui adresser un mot aimable sur la qualité du dîner. Elle répondit par un léger hochement de tête, sans quitter des yeux un couple à l'autre bout de la table. Les vrais journalistes, Hastings, ne posent pas de questions. Ils attendent qu'on s'en pose à soi-même, conclut Poirot en croisant les bras. Le docteur Petroff tranchait, avec le reste de l'assemblée par une exubérance presque gênante. Russe d'origine, mais attaché à la délégation rénovienne, il riait trop fort, parlait trop vite et buvait avec une ardeur qui dépassait la bienséance. Ses propos, bien qu'érudits, se ponctuaient d'élans brusques. Lorsqu'il évoqua son pays natal, sa voix se brisa un instant, avant qu'il ne se reprenne pour commenter la cuisson du filet de sole, avec une précision suspecte. « La nervosité excessive, Hastings, » murmura Poirot, « est parfois la forme la plus ingénieuse de camouflage. Mais elle fatigue vite son acteur. » Je remarquai en effet que son visage commençait à briller, d'une sueur peu diplomatique, et que ses doigts jouaient nerveusement avec le pied de son verre. Lorsqu'un domestique passa trop près de lui, il sursauta légèrement. Ce n'était pas là le comportement d'un homme simplement joyeux. Non, c'était l'attitude de quelqu'un qui espère que l'on oubliera sa présence, tout en ayant désespérément besoin d'être vu. Elle était d'un calme surnaturel. Drapée dans une robe en taffetas vert sombre, la duchesse de Charnwood ne semblait concernée ni par la conversation, ni par la compagnie. Elle tournait lentement son bracelet d'émeraudes autour de son poignet, comme si ce geste seul suffisait à lui conférer une présence. « Elle s'ennuie, Hastings, » dit Poirot. Et l'ennui, chez les femmes de son monde, est rarement innocent. Je tentai d'engager quelques mots sur la saison musicale, mais elle me répondit par un sourire poli et une phrase sur le mauvais temps à Biarritz. Ce fut tout. Pourtant, lorsqu'un homme en uniforme, le secrétaire de l'ambassade, entra pour remettre un pli au majordome, je vis ses yeux suivre sa silhouette avec une intensité glacée.
Poirot, lui, détourna le regard. Il existe des passions qu'on ne déclare pas, surtout dans les salons feutrés des ambassades. Mais elle s'exprime malgré tout. Elle recommença à tourner son bracelet. Une émeraude tomba, roula sur la nappe et disparut dans le pli d'un rideau. Elle n'y prêta aucune attention. C'était l'un de ces hommes que l'on oublie aussitôt qu'on les a vus. Costume gris, cravate neutre, lunettes sans monture. Il parlait peu, mangeait moins encore, et prenait soin de ne jamais intervenir sans y être invité. Son nom figurait sur le plan de table, M. Stephen Calder, conseiller économique. Trop terne pour être inoffensif, nota Poirot d'un ton presque distrait. L'effacement est parfois une stratégie bien plus efficace que la séduction. Je tentais de me rappeler si nous l'avions croisé lors de précédents événements. Rien ne me revenait. Il n'était pas de ceux qu'on associe à un souvenir ou à un scandale. Mais c'était justement cela qui me troubla. Lorsque l'on proposa un digestif, il déclina, puis, à la question du majordome, sur son adresse à Londres, il répondit avec une hésitation minime, mais perceptible. « Hastings, dit Poirot avec douceur, voici un homme qui ne cache pas ce qu'il est, il cache où il est. » Alors que les plats s'enchaînaient dans un ballet silencieux, de domestiques bien rodés, une voix s'éleva à demi-ton. « Curieux, tout de même, qu'on ait déplacé les places au dernier moment. » Je ne parvins pas à identifier l'auteur de cette remarque. Mais Poirot, lui, s'était figé. Il posa lentement sa coupe, la fit tourner entre ses doigts, et me lança un regard chargé d'interrogations. Cela, mon ami, est ce que les Anglais appelleraient un détail anodin. Mais vous savez ce que j'en pense, n'est-ce pas? Je hochai la tête, bien que je n'eusse pas la moindre idée de ce qu'il sous-entendait. Un frisson traversa la pièce, imperceptible mais réel. Peut-être était-ce le courant d'air causé par la porte entr'ouverte, ou bien autre chose. La duchesse toussa légèrement. Le docteur Petrov renversa un peu de vin, et Poirot se renfonça dans sa chaise, comme un homme qui vient d'entendre une note fausse dans un orchestre parfaitement accordé. L'ambassadeur se leva dans un froissement discret de soie et de nappe. Sa stature, bien que modeste, semblait grandir sous le lustre. Le silence se fit, presque naturellement, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Il prit un instant pour balayer la salle du regard, puis sourit avec cette chaleur mesurée, propre aux hommes politiques aguerris. « Mes chers amis, dit-il, la Rhénovie est une petite nation, mais un cœur immense peut battre dans une poitrine modeste, n'est-ce pas? Les rires, polis, surgirent aux bons endroits. » Il évoqua, avec humour, le climat londonien, les beautés de la langue française, si difficile à maîtriser pour un homme formé en allemand, et même un souvenir d'étudiant à Oxford, avec ce soupçon d'autodérision si bien dosé qu'il désarma toute méfiance. Puis, levant son verre, il ajouta « Ce soir, nous ne parlons ni d'accord, ni de traité. Ce soir, nous levons nos coupes à l'amitié, celle qui, parfois, vaut mieux que les alliances sur papier. » Les verres s'élevèrent. Le cristal chanta dans l'air chaud. Et à cet instant précis, tout semblait à sa juste place, y compris l'illusion. Il y eut d'abord un rire, léger, cristallin, provenant de la pianiste assise près du docteur Petrov. Elle venait de commenter à voix basse, en français, la décoration florale, un brin excessive, et cela fit sourire les trois convives alentour. Je m'apprêtais moi-même à répliquer par une plaisanterie, mais un silence vint s'installer avant que je n'ouvre la bouche. Ce ne fut pas un silence voulu, ni solennel, plutôt un vide qui s'insinue, comme une vibration discordante dans un air familier. Quelque chose venait de cesser, imperceptiblement.
Le regard de Poirot se porta d'un bout à l'autre de la table, d'abord lent, puis fixe. Sa main se posa, presque avec tendresse, sur la nappe, comme pour mesurer la gravité du moment. Je crus d'abord à un malaise passager chez l'un des domestiques, ou peut-être un courant d'air, mais l'ambassadeur, dont la voix venait de résonner si harmonieusement, venait de poser sa coupe avec une lenteur étrange. Son visage était tourné vers son voisin de droite, mais ses yeux, eux, semblaient déjà ailleurs. Le geste fut à peine perceptible. L'ambassadeur, tenant toujours sa coupe, la porta lentement à ses lèvres, comme le ferait un homme savourant un bon mot. Puis il s'immobilisa. Le verre vacilla légèrement, sans tomber, et il sembla cligner des yeux comme pour retrouver la mise au point d'un monde soudain devenu flou. Son bras se crispa, puis retomba, et tout bascula en l'espace d'un souffle. Il chancela, non pas avec fracas, mais avec cette lenteur tragique des objets précieux lorsqu'ils tombent. Le pied de la coupe heurta le rebord de la table, déversant un filet de vin rouge sur la nappe ivoire. Le liquide s'élargit comme une tache d'encre vivante. Un murmure parcourut les convives. Moi-même je me levai d'un bond. Poirot, lui, ne bougea pas. Son regard, aigu, s'était fixé sur le visage de l'ambassadeur, qui maintenant reposait en arrière, les lèvres entr'ouvertes, une main crispée sur le torse. Un domestique accourut, mais Poirot leva discrètement un doigt. Il se pencha à peine, observa, sans le toucher. Il « Est trop tard », dit-il à mi-voix. Puis il ajouta, plus bas encore, « Et ce n'est pas un accident ». Le silence s'épaissit. Il y avait, dans cette salle étincelante, une tension palpable, comme si le verre brisé avait fissuré quelque chose de plus profond. Ce fut comme si le monde avait perdu sa partition. Les convives, figés un instant, se levèrent avec une lenteur désordonnée, mus par une inquiétude mal contenue. L'un fit tomber sa serviette, un autre trébucha sur sa chaise. Les visages, tout à l'heure, encore composés, se décomposèrent en expressions mal maîtrisées, surprise, peur, mais surtout, et c'était là le plus marquant, une gêne presque sociale. La duchesse recula d'un pas, tenant son verre à deux mains comme un talisman. Madame Vernet, elle, avait déjà sorti un petit carnet noir, sans dissimuler son intention de noter. Quant à Lord Ashcombe, il s'était rassis lentement, le regard fixe, les mains croisées sur sa canne. Je m'approchai de l'ambassadeur avec l'intention d'aider, mais Poirot m'arrêta. « Pas encore, Hastings. Chaque mouvement efface une trace, et la vérité est délicate, comme un flocon de neige. Il faut la recueillir entière, avant qu'elle ne fonde. » Je ne compris pas tout de suite, mais j'obéis. Le médecin de l'ambassade fut appelé, bien sûr, trop tard. Et déjà dans cette pièce trop luxueuse pour la mort, le murmure discret du soupçon s'insinuait entre les dorures. Poirot s'agenouilla, doucement, comme s'il s'adressait à un malade qui pourrait encore l'entendre. Il ne toucha pas le corps. Non. Il observa. D'abord les mains, aux doigts raides et repliés, puis le teint, devenu cireux en l'espace de minutes. Il huma brièvement l'air au-dessus du verre renversé, puis s'écarta de quelques centimètres, le regard plus sombre que je ne l'avais vu depuis longtemps. Le poison a ceci de commun avec le mensonge, Hastings. Il agit sans bruit, mais laisse toujours une empreinte. Il suffit de savoir où chercher. Je m'étais accroupi non loin, fasciné malgré moi. Je remarquai pour la première fois un léger éclat sur la cravate de soie de l'ambassadeur, comme une poussière blanche, minuscule, presque invisible. Poirot le vit également. « Voyez-vous cela » murmura-t-il. « Ce n'est peut-être rien, mais je n'aime pas les hasards qui brillent. »
Il se releva avec lenteur, épousseta ses genoux d'un geste mécanique, puis fixa le personnel de salle. Que personne ne quitte la pièce, pas encore. Et à cet instant, la soirée cessa d'être un banquet. Elle devint une scène. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Son calme était une autorité en soi. « Mesdames, messieurs, dit-il, je vous prie de bien vouloir regagner vos places. La soirée, malheureusement, a changé de nature. Mais il est essentiel que chacun reste où il se trouvait lorsque le tragique incident est survenu. » Une ou deux protestations s'élevèrent, polies mais fermes. Lord Ashcombe invoqua l'urgence de prévenir le ministère. La duchesse voulut rejoindre ses appartements privés. Poirot les arrêta d'un regard. « Le plus grand service que vous puissiez rendre à la vérité, c'est de ne pas lui tourner le dos. » Le ton n'était pas autoritaire, mais il ne laissait pas place au doute. Lentement, les convives regagnèrent leur place, dans un ordre qui n'était plus celui d'un dîner, mais celui d'un jeu dangereux. Poirot demanda que l'on ferme les portes, puis pria le majordome de faire apporter un plan de table. Moi, je demeurai debout, l'esprit encore embué. « Hastings, murmura-t-il, nous sommes désormais dans une enquête, et chaque détail devient précieux, surtout ceux que personne ne remarque. » Je contemplais les verres posés devant chaque invité, identiques, servis à la même heure, portés à la bouche en même temps. Aucun n'avait été échangé, déplacé, vidé à moitié. Tous avaient goûté le même vin, et pourtant, un seul homme gisait maintenant au sol. « C'est impossible, soufflai-je. »« Non, Hastings, répliqua Poirot, sans me regarder. C'est simplement trop logique pour être vrai. » Cette phrase, d'une simplicité troublante, m'arracha un frisson. Car si tous avaient bu, mais un seul était tombé, alors la vérité ne se trouvait pas dans le vin, mais dans la main qu'il avait tendue. Ou peut-être, et c'était plus inquiétant encore, dans le moment précis du toast lui-même. Poirot ferma les yeux une seconde. Je compris qu'il avait déjà une idée. La salle, un moment en désordre, avait retrouvé un silence presque religieux. Les convives, encore figés par la stupeur, reprenaient lentement figure humaine, comme des acteurs surpris en plein drame qui cherchent leur texte. Le corps de l'ambassadeur avait été recouvert d'un drap blanc. Le personnel, pétrifié, s'était rangé contre les murs. Poirot, debout près de la table, promenait son regard d'un convive à l'autre. Pas un geste n'échappait à son œil. Une main tremblante, une respiration trop courte, un regard détourné. Il n'interrogeait pas encore. Il observait, il écoutait. Il recueillait, dans ce silence tendu, les murmures minuscules qui précèdent toujours la vérité. « Mon cher Hastings, » murmura-t-il enfin, « il faut d'abord laisser les masques se réajuster avant de les retirer. On apprend davantage de la peur que des paroles. » Je compris que l'enquête, pour lui, avait déjà commencé, et que dans ce calme apparent, chaque silence valait un aveu. La duchesse de Charnwood, soutenue par un jeune attaché, semblait vouloir s'évanouir, mais n'y parvenait pas tout à fait. Ses joues non pâles contrastaient avec le vert sombre de sa robe, et ses doigts, nus à présent de leurs bijoux, s'agitaient comme des oiseaux nerveux. Poirot l'aborda avec la douceur d'un confesseur. « Votre grâce, permettez-moi de vous poser une simple question. Connaissiez-vous personnellement son Excellence ?»« Non, pas du tout, » répondit-elle aussitôt. « Trop vite, trop haut. Je l'avais rencontré une fois à un concert, rien de plus. » Poirot inclina la tête. « Et pourtant, vous avez porté un toast fort ému à sa santé, quelques minutes avant sa mort. Ce n'était donc qu'un geste de courtoisie. » Elle serra son éventail si fort que j'entendis le claquement du bois. « Bien sûr. Que vouliez-vous que je fasse »
restée muette. Il arrive que le silence dise plus que les paroles, madame. Elle détourna les yeux. Je vis, sur son poignet, une marque rouge, celle d'un bijou récemment arraché. Poirot la remarqua aussi, mais se tut. Il préférait la laisser croire qu'il n'avait rien vu. Lord Ashcombe se tenait droit, raide, comme s'il craignait que le moindre mouvement ne trahisse une faute. Son visage, impassible, n'était sauvé de la froideur que par un sourire qu'il entretenait comme une barrière. « Monsieur le ministre, » dit Poirot avec courtoisie, « vous connaissiez bien l'ambassadeur, n'est-ce pas? Professionnellement, oui. Nous avons eu quelques réunions au sujet d'un projet économique mineur. »« Mineur, dites-vous » fit Poirot. « Et pourtant, un projet qui, selon les journaux, pourrait redessiner certaines frontières commerciales ?» Un léger tressaillement anima la joue du diplomate. Les journaux, monsieur Poirot, exagèrent toujours. Poirot inclina la tête, pensif. Oui, mais ils ne mentent jamais tout à fait. Lord Ashcombe resta muet. Son sourire, déjà crispé, se figea complètement. J'eus l'impression de voir un masque se fissurer, juste un instant, avant qu'il ne se ressaisisse. Poirot se détourna lentement, et je compris qu'il venait d'ajouter un nom, peut-être le premier, à la liste de ses soupçons. Madame Élise Vernet avait observé toute la scène avec un calme qui, à mes yeux, confinait à l'indécence. Assise, les jambes croisées, son carnet fermé sur ses genoux, elle attendait presque avec curiosité qu'on vienne l'interroger. « Madame, » dit Poirot en s'inclinant légèrement, « vous êtes journaliste. Vous savez donc combien il est dangereux de savoir trop tôt ce qu'il ne faut découvrir que plus tard. » Elle lui rendit son regard, avec un sourire léger. « Monsieur Poirot, les diplomates ont leurs secrets, les journalistes ont leurs sources. Je suis ici en simple invité, rien de plus. » Et pourtant, reprit Poirot, vous avez mentionné tout à l'heure un rapport confidentiel entre la Rénovie et le ministère britannique. Peu d'invités ici pouvaient en avoir connaissance. Elle en haussa les épaules. L'information voyage vite, surtout lorsqu'elle vaut cher. Poirot esquissa un sourire poli. Et la vérité, madame Vernet, voyage-t-elle plus vite, encore? Elle ne répondit pas, mais son regard, devenu fixe, la trahit, plus sûrement que ses mots. J'eus soudain la conviction qu'elle savait beaucoup et qu'elle craignait de devoir le prouver. Le docteur Petrov, visage rougi, s'était réfugié derrière un air d'importance professionnelle. Il répétait qu'il n'était qu'un simple médecin invité pour la forme. Mais son agitation trahissait autre chose. Poirot le laissa parler, puis, soudain, lança. « Dites-moi, docteur, connaissiez-vous la duchesse avant ce soir ?» Petrov hésita une fraction de seconde, puis répondit. « Je l'ai croisée, peut-être 2 fois, dans des circonstances mondaines. Et vous l'avez trouvée charmante ?» Le rouge de son visage s'intensifia. « C'est une femme distinguée, rien de plus. » Poirot sourit imperceptiblement. « Rien de plus. Jusqu'à ce qu'elle devienne amie avec l'ambassadeur, peut-être. » Le médecin se raidit. « Je ne vois pas ce que vous insinuez. »« Moi non plus, » répondit Poirot d'un ton aimable. « Mais il y a des regards, docteur, qui pèsent de plus lourd que des aveux. » Petrov baissa les yeux, et dans le reflet du verre qu'il tenait, je crus voir trembler l'ombre d'un secret mal dissimulé. Les minutes s'enchaînaient, et Poirot, d'une patience exquise, reliait peu à peu les fils. En confrontant les versions, il fit émerger un détail que nul n'avait osé mentionner. Une lettre, écrite de la main même de l'ambassadeur, aurait disparu dans les heures précédant sa mort. « Une lettre ?» répétai-je. « Mais de quel genre ?» Poirot leva un doigt. « Mon ami, il existe 2 types de lettres. Celles qu'on conserve pour le souvenir,
et celle qu'on détruit, par peur du scandale. Selon les murmures recueillis, cette lettre contenait des propos compromettants visant une personnalité anglaise, peut-être une femme, peut-être un homme. Nul ne le savait, ou feignait de l'ignorer. Et si cette lettre n'avait pas disparu, mais simplement changé de main, suggéra Poirot. Car le chantage, Hastings, est un art raffiné. Il ne tue pas, il attend. Je compris alors que le meurtre n'était peut-être qu'une manœuvre secondaire, une diversion, et que la vérité, déjà, se cachait entre deux phrases écrites à l'encre d'amour et de peur. Alors que la tension semblait retomber, un domestique s'approcha de Poirot, hésitant. Il tenait un petit pli de papier froissé. « Trouvé sous une assiette, monsieur » murmura-t-il. « Je n'ai rien lu, bien sûr. » Poirot prit la note avec précaution. Un mince sourire se dessina sur son visage lorsqu'il en déplia le contenu. Le papier était chiffonné, mais les lettres tracées, à l'encre bleue, demeuraient nettes. Des symboles, 3 seulement, et une initiale encerclée. Un code, Hastings, et un bien étrange pour un dîner d'ambassade. Un message d'amour, hasardai-je. Non, un message de peur, répondit-il doucement. Mais il faut savoir lire la peur à l'endroit et, parfois, à l'envers. Il rangea le papier dans sa poche intérieure, sans un mot de plus. Puis, se tournant vers la salle à demi vide, « Ce mystère, mon ami, vient de changer de langue, et peut-être aussi de victime. » Le cri, aigu et comme étouffé, fendit le silence revenu après l'agitation. Tous les regards se tournèrent vers la duchesse de Charnwood, qui s'était levée brusquement. Sa main gantée de satin blanc était plaquée sur son cou nu, où l'éclat familier des rubis avait disparu. Son teint, d'ordinaire si rose, s'était décomposé. « Il n'est plus là, » balbutia-t-elle. « Mon collier, il était là. » Son regard paniqué balayait la salle, comme si l'objet avait pu rouler sous une chaise ou s'être évaporé dans l'air parfumé de l'ambassade. Ce collier, elle ne s'en séparait jamais. Il faisait partie de son image, autant que sa voix un peu lasse ou son port aristocratique. Poirot s'était légèrement penché en avant, les doigtés croisés, sous le menton. Il ne prononça pas un mot, mais ses yeux se mirent à danser, avec une vivacité que je connaissais trop bien. Pour lui, ce cri n'était pas un simple incident, c'était un écho, un second coup, subtil, silencieux, mais peut-être plus révélateur encore que le premier. Je connaissais ce collier. La duchesse m'en avait parlé une fois, au cours d'une réception trop longue. Elle m'avait confié dans un soupir étudié que les rubis lui avaient été offerts par un prince en exil, quelque part entre Monte-Carlo et Bucarest, lors d'un hiver que la mémoire préférait parer de mystère. Ce n'était pas qu'un bijou, c'était un trophée, une preuve de jeunesse conquérante, une relique sentimentale aux allures de légende. Et, dans son cercle, c'était aussi un emblème, la duchesse et ses rubis, indissociables, comme une signature sur un tableau de maître. Le perdre, c'était perdre plus qu'un joyau. C'était perdre une certaine autorité mondaine, et peut-être aussi le dernier lien tangible avec une époque révolue. « Mon Dieu !» murmurai-je, « cela ne peut pas être une coïncidence. » Poirot, toujours immobile, me lança un regard en coin. « Mon ami, » dit-il doucement, « il n'y a rien que je déteste plus que les coïncidences. Ce sont souvent des mensonges qui s'ignorent. » Sous la direction polie mais ferme de Poirot, une inspection discrète des salons voisins fut engagée. Rien d'officiel, bien sûr. Les invités n'étaient pas fouillés. Les fauteuils n'étaient pas retournés comme dans les romans sensationnalistes. Non, cela ressemblait davantage à une promenade civile entre fauteuils Louis XVI et tentures ivoires. Je suivais Poirot,
attentif à ses silences autant qu'à ses remarques. Il effleurait parfois le dossier d'un siège, s'arrêtait devant une coupe de fruits, observait la courbure d'un rideau entr'ouvert. À un moment, il s'agenouilla devant un tapis oriental, comme s'il cherchait un fil tiré dans le motif complexe. Dans la bibliothèque attenante, un livre avait été remis de travers sur l'étagère. Dans le petit salon bleu, un coussin semblait légèrement déplacé. Des détails, me direz-vous. Mais pour Poirot, il formait bien déjà un alphabet de soupçons. « Cette élégance, murmura-t-il, est trop figée. On a bougé ici, sans le vouloir, ou peut-être en voulant trop bien dissimuler. Je n'avais pas remarqué tout cela. Mais lui, oui. Il avait cette capacité à repérer le détail qui trahit l'intention. Et dans ce décor, où tout semblait beauté et calme, quelque chose, à coup sûr, avait résisté à la mise en scène. Ce fut Poirot qui le remarqua. Près d'un vase d'émail brisé, à demi dissimulé derrière un rideau, un gant de soirée gisait abandonné. Un gant de femme, délicat, ivoire, taché de ce qui semblait être de la poussière d'ocre, peut-être ramassée sur la moquette usée. Je m'approchai, pensant à un oubli, un simple geste de précipitation. Un accident, probablement, dis-je, dans la confusion. Mais Poirot, penché sur l'objet, hochait la tête d'un air contrarié. « Vous êtes trop prompte à absoudre, mon cher Hastings. Un gant, cela se retire rarement sans qu'on s'en aperçoive. Et regardez le vase. Pourquoi ce coin précis? Pourquoi si près de la sortie secondaire? Je me tus. En effet, cela semblait trop commode. Comme si l'on avait voulu que quelqu'un trouve ce gant, comme un indice qu'on n'avait pas pu s'empêcher de semer. Parfois, dit Poirot doucement, un trop bel indice est un mensonge. Et celui-ci, sans l'impatience. Je notai mentalement cette dernière phrase. Elle me parut d'autant plus inquiétante que Poirot, en la prononçant, n'avait pas souri. Le chef du protocole, un homme mince à l'allure stricte, s'était approché de nous avec une révérence sèche. « Messieurs, dit-il, permettez-moi une hypothèse. Il me semble que le vol du collier n'a aucun rapport avec le tragique décès de son Excellence. Il s'agit, sans doute, d'une simple opportunité saisie par une main trop rapide. Un incident parallèle, si vous me permettez. Je n'aimais guère cette manière de minimiser les faits. Un vol, dans une ambassade, le soir même d'un empoisonnement, cela me paraissait un peu trop opportun. » Poirot resta silencieux quelques secondes, puis inclina la tête. « Votre suggestion est intéressante, monsieur. Mais voyez-vous, les crimes ont rarement le bon goût de se succéder sans se regarder. Ils aiment se refléter les uns dans les autres, comme les miroirs d'une galerie de Versailles. » Le chef du protocole fronça légèrement les sourcils, avant de s'éclipser, raide comme un bâton de maréchal. Je compris alors que Poirot n'excluait rien, pas même que l'un ait été commis pour faire oublier l'autre. Après quelques minutes de silence, Poirot me fit signe de le suivre dans un petit boudoir désert. Il referma la porte derrière nous avec douceur, puis se tourna vers moi. « Hastings, mon ami, permettez-moi de vous soumettre une hypothèse peu confortable. » Je hochai la tête, attentif. Et si le vol du collier n'était pas un vol, au fond, ou du moins, pas une affaire de convoitise, mais une manœuvre, une diversion habile? Vous voulez dire que le vol aurait été mis en scène? Peut-être. Ou peut-être a-t-on profité d'un moment où tous les regards étaient tournés vers le mort, pour signer quelque chose. Je demeurai perplexe. Poirot reprit. « 2 crimes dans une même soirée, c'est rare. Mais 2 crimes qui se répondent, voilà qui devient presque élégant, trop élégant. » Il fixa un instant un point invisible dans l'air, puis ajouta, plus bas. « Ce que je cherche, Hastings, ce n'est pas qui a volé. C'est pourquoi on a volé maintenant,
Et pourquoi ici? Je sentis un frisson me parcourir, car pour lui, ce n'était plus un vol, mais une déclaration. Cette question, Poirot ne la formula pas à voix haute. Elle plana simplement dans la pièce, comme un parfum entêtant qu'aucune fenêtre ne saurait dissiper. Qui, alors que l'ambassadeur gisait encore, raidi par le poison, avait eu la présence d'esprit, ou le cynisme, de tendre la main vers un bijou? Était-ce l'avidité, l'opportunisme, ou bien autre chose, une logique encore voilée, mais implacable? Les convives, revenus dans le grand salon, parlaient à voix basse. Les regards s'épiaient de nouveau, sous les sourires ravivés par la bienséance. La duchesse, silencieuse, semblait comme retranchée derrière un voile de dignité blessée. Lord Ashcombe fixait obstinément le tapis. Madame Vernet écrivait mentalement, j'en étais certain. Et le docteur Petrov, à ma grande surprise, avait cessé de parler. Moi, je regardais Poirot, et je vis dans son œil cette lueur si particulière, celle qui annonce que le puzzle commence à prendre forme. Il n'avait pas encore trouvé, mais il avait senti le parfum du fil rouge, et ce fil-là, je le savais, il ne le lâcherait plus. Il y avait chez Mr. Calder une sorte de rectitude presque gênante, un excès d'ordre qui en devenait suspect. Ses papiers, ses réponses, son maintien, tout respirait la précision d'un homme qui n'a rien à cacher, ou qui a pris soin de tout dissimuler avant qu'on le cherche. Poirot le reçut dans un coin tranquille du salon, avec cette politesse sucrée qui n'annonce rien de bon. « Monsieur Calder, vos documents sont d'une propreté exemplaire, observa-t-il, tellement exemplaire, d'ailleurs, qu'ils m'inspirent une méfiance toute particulière. » L'intéressé esquissa un sourire prudent. « Je suis simplement méticuleux, monsieur Poirot. » Ah, voilà un mot que j'aime. Mais la méticulosité véritable laisse toujours une trace humaine, un pli, un oubli, un grain de poussière. Vous, monsieur Calder, êtes d'une perfection mécanique. Un léger silence s'installa. Calder baissa les yeux sur sa montre, un tic nerveux dans la mâchoire. Poirot se leva, satisfait, comme s'il venait de confirmer un soupçon. « Il y a des hommes, Hastings, dit-il ensuite, dont la seule erreur est de trop vouloir paraître irréprochable. Et cela mente toujours à quelqu'un, parfois même à eux-mêmes. Les diplomates rénoviens, que l'on croyait unis par le malheur de leur ambassadeur, se révélaient singulièrement divisés. Dans un coin du salon, deux attachés chuchotaient à voix basse, l'un gesticulant discrètement, l'autre hochant la tête avec une rigidité glaciale. Poirot, feignant l'indifférence, écoutait de loin, l'oreille fine. Quelques mots détachés flottaient dans l'air. Transfert, protocole, trahison. « Ah, Hastings, me dit-il à mi-voix, voici le vrai drame des ambassades. Les alliances changent plus vite que les fleurs du jardin. » Je crus discerner dans ses yeux une lueur ironique. Ces messieurs ont des querelles d'honneur. D'honneur? Non, de pouvoir. Et c'est bien plus divertissant. Le ton restait léger, mais ses pensées, elles, étaient lourdes de calculs. Je compris que pour Poirot, la mort de l'ambassadeur ne se limitait déjà plus à un simple meurtre. Elle faisait partie d'un échiquier où chaque pion jouait pour une cause, ou contre un autre roi. C'est moi, par le plus pur des hasards, ou ce que je croyais tel, qui la découvrit. Sous une chaise au fond de la bibliothèque, entre deux piles de journaux diplomatiques, une petite mallette en cuir noir attendait, fermée, sans tiquette. Je la pris, intrigué, et la portai à Poirot. « Tiens, on dirait qu'un employé distrait a oublié son bagage. » Poirot, sans lever la tête, répondit doucement. « Mon cher Hastings, dans un lieu où tout est réglementé au quart de millimètre, un oubli n'est jamais innocent, et surtout pas
un oubli diplomatique. Il examina la serrure, puis les initiales gravées, MC, les mêmes que celles de M. Calder. Je sentis un frisson me parcourir. « Dois-je l'ouvrir » demandai-je. Poirot esquissa un sourire. « Non, non. Si le hasard vous l'a mise entre les mains, c'est qu'il a voulu me parler. Et moi, je parle toujours au hasard, comme à un menteur qu'il faut apprivoiser. » Depuis le début de la soirée, Madame Vernet m'intriguait. Trop calme, trop lucide, trop bien informée. Tandis que les autres convives oscillaient entre l'affolement et la comédie, elle demeurait droite, son carnet posé à côté de son assiette, comme un accessoire de théâtre. Poirot, lui aussi, la surveillait d'un œil attentif. « Vous êtes donc correspondante de presse ?» demanda-t-il avec son sourire bienveillant. « Oui, pour plusieurs journaux européens. Je traite des affaires étrangères et de culture. » « Charmant mélange, dit Poirot. Mais curieux, tout de même, que votre nom n'apparaisse sur aucune liste d'accréditation officielle du Foreign Office. » Elle tressaillit, imperceptiblement. Les journalistes voyagent plus librement quand ils laissent moins de traces. « Et les espions ?» demanda-t-il avec douceur. Un bref silence suivit, comme un duel feutré. Poirot referma lentement son carnet. « Madame Vernet, si vos articles sont aussi précis que vos réponses, je vous félicite. » Elle se contenta d'un sourire. Mais sous la lampe, je crus voir, à la base de son cou, une perle de sueur. La première de la soirée. Plus tard, seul avec moi dans le petit salon, Poirot prit un air songeur. Il avait cet éclat particulier dans le regard, celui qui précède une révélation encore incomplète. « Hastings, mon cher, savez-vous ce qu'est une ambassade ?» demanda-t-il. « Un lieu de diplomatie. »« Non, un théâtre. » Et ce soir, les acteurs ont changé de masque sans prévenir le metteur en scène. Il déroula ses pensées comme un éventail. Certains convives, m'expliqua-t-il, n'étaient pas ceux qu'ils prétendaient être. L'un, employé au commerce, agissait en réalité pour le renseignement militaire. Une autre, présentée comme épouse d'un diplomate, n'était qu'un prête-nom pour une mission de liaison. Le plus curieux, poursuivit-il, c'est que ces faux-semblants ne visent non pas seulement à cacher, mais à protéger. Protéger qui ? Poirot fronça les sourcils. C'est bien la question, Hastings. Peut-être même à protéger celui qu'on croyait déjà mort. Je demeurai interdit. Il fit un geste vague, comme pour écarter l'idée. Dans les miroirs de la politique, mon ami, les reflets changent plus vite que la lumière. Et je compris qu'il venait d'ouvrir une porte sur un labyrinthe plus vaste qu'un simple meurtre. Le lendemain matin, l'ambassade, encore close au public, avait repris une apparence de calme. Mais sous cette surface polie, tout vibrait. Les sourires semblaient peints, les salutations pesaient, et chaque phrase échangée paraissait porter un double sens. Je suivais Poirot dans le couloir principal, où l'air lui-même semblait écouter. « Remarquez, Hastings, » dit-il à voix basse, comme les mots « entente » et « secret » cohabitent si bien. Ils sont toujours ensemble, comme mari et femme, qui ne s'aiment plus. Dans la salle de réception, les diplomates parlaient d'un ton mesuré. Leurs propos concernaient, en apparence, les condoléances et les procédures officielles. Mais Poirot m'indiqua d'un geste un détail invisible. Un regard échangé, une main qui serre trop fort un papier, un accent rénovien glissant soudain vers le russe. « Là, » murmura-t-il, « voici le vrai bal masqué. Chaque invité sait que l'autre ment, mais tous se tiennent par la main pour ne pas tomber. » Je songeais que l'ambassade n'était plus qu'un théâtre d'ombre, et que derrière le protocole, c'était désormais la peur qui dictait les répliques. Lorsque la nuit retomba sur Mayfair, la grande salle était vide.
Le corps de l'ambassadeur avait été transporté, les domestiques congédiés, et seul subsistait le silence, les chandeliers éteints, et le parfum persistant du vin et des fleurs. Poirot demeurait au centre de la pièce, immobile, les mains jointes derrière le dos. J'attendais qu'il parle. « Hastings, dit-il enfin d'une voix lente. Et si l'ambassadeur n'avait pas été la cible? Je restais sans voix. Mais alors, qui? Peut-être celui ou celle que nous croyons en danger depuis le début? Ou peut-être celui qui a crié le plus fort son innocence? Il fit quelques pas, contempla un verre resté sur la table. Voyez-vous, mon ami, le meurtre parfait est souvent celui où la victime n'était qu'un obstacle et l'assassin, un messager? Un frisson me parcourut. Poirot redressa légèrement sa moustache et ajouta, pensif, « Je commence à croire que ce soir, la balle visait le cœur de la Rénovie, et non celui de son ambassadeur. » Et sur ces mots, il ferma les yeux un instant, comme pour écouter une vérité encore muette. Poirot était assis dans le grand fauteuil près du feu, les jambes croisées, sa tasse de thé à portée de main. Le feu projetait des reflets orangés sur ses moustaches, impeccables. J'avais toujours remarqué que ce moment, celui où il se repliait dans un calme apparent, précédait invariablement une illumination. « Hastings, dit-il, nous voici enfin au moment que j'aime le plus. Le désordre des faits se transforme, peu à peu, en une symphonie bien ordonnée. Voyez-vous, mon ami, les événements épars ne sont rien. Ce sont les liaisons entre eux qui chantent la vérité. » Je hochai la tête, fasciné. Sur la table, il avait disposé quelques objets, un verre à vin, une photographie du collier, un gant et un petit papier replié, le message codé retrouvé sous l'assiette. Chaque chose ici, Hastings, est minuscule, et pourtant essentielle. Le crime, voyez-vous, n'est qu'une somme de détails que les esprits paresseux refusent d'additionner. Il se tut, but une gorgée, puis ajouta d'un ton rêveur, « Le feu éclaire toujours mieux les vérités que la lumière crue de la police. » Je compris alors que la partie méthodique de l'affaire venait de commencer. Poirot tapota doucement la table du bout de l'index. « Commençons par mettre de l'ordre dans le chaos, voulez-vous? 3 événements, un meurtre, un vol et un message, 3 apparences différentes, mais une seule architecture. » Il traça lentement 3 cercles sur un feuillet. Le meurtre Hastings est le pivot, le vol, le rideau, le message, la signature. Je m'avançai. Mais le collier volé ne pouvait servir à cacher un assassinat. Il me sourit avec cette indulgence que je connaissais trop. « Ah, mon ami, vous raisonnez encore comme un soldat, frontalement, tandis que le criminel, lui, agit en stratège. Le bijou a disparu non pour sa valeur, mais pour détourner l'attention du geste principal, celui qui a versé le poison. » Il souleva alors le papier codé. Quant à ce message, il ne cache pas une confession, mais une coordination, un mot d'ordre glissé avant le drame, une correspondance secrète passée sous les assiettes comme on glisse un poignard sous une nappe. Je frissonnais. Ainsi, tout était prévu. Non, Hastings, tout était risqué. Ce qui rend ce crime si beau, c'est sa fragilité même. Un chef-d'œuvre menacé par son propre raffinement. Poirot se leva lentement et marcha jusqu'à la fenêtre. Le théâtre de ce dîner, Hastings, était admirablement mis en scène. Mais comme tout bon théâtre, il reposait sur des faux semblants. Il leva un doigt. « Prenez Madame Vernet, journaliste, oui, mais journaliste d'une plume qui ne s'adresse pas au public, mais aux chancelleries. Elle écrivait, mais pour d'autres yeux. Le docteur Petrov, lui, n'était pas seulement un médecin nerveux. Il était aussi un messager de confiance, et Lord Ashcombe, l'homme d'honneur, au sourire déclinant,
s'est révélé bien plus impliqué qu'il ne le pensait lui-même. Je restais interdit. Et la duchesse, Poirot eut un léger sourire. Ah, la duchesse n'était la victime d'aucun vol. Elle fut le levier. On a choisi son collier parce que son cri couvrirait le bruit du meurtre. Une femme précieuse pour la mise en scène, mais pas pour le drame. Je demeurai songeur. Chacun de ces rôles s'ajustait si parfaitement que le tout prenait une forme presque mathématique. « Oui, » conclut Poirot, « le crime, Hastings, est un art où la distribution vaut le scénario. » Poirot reprit place et resta silencieux un moment, les yeux mi-clos. « Vous croyez, Hastings, que le crime fut politique? En vérité, il fut humain. Toujours, sous le masque de l'intérêt, se cache un cœur blessé. » Il fit rouler lentement sa cuillère dans la soucoupe. L'ambassadeur n'était pas haï pour son pays, mais pour ce qu'il avait fait en privé. Une trahison plus intime que diplomatique. Je l'écoutais, fasciné. Il avait jadis détruit la réputation d'un homme qu'il aimait comme un frère, et qui ce soir se trouvait à table parmi les convives. Je fus frappé. Vous voulez dire que tout ce décor de politique n'était qu'un écran? Précisément. On a peint le drame en couleur diplomatique pour masquer une émotion primitive. La vengeance. Elle, seule, sait attendre, feindre et frapper avec élégance. L'assassin, mon ami, n'était pas un conspirateur. C'était un cœur orgueilleux blessé au passé. Il se pencha, ajoutant doucement. Et les passions, Hastings, sont toujours plus habiles que les complots. Je revins au souvenir du gant, trouvé près du vase brisé. Je n'ai jamais compris, Poirot, pourquoi vous avez tant insisté sur ces détails insignifiants. Il eut un petit rire satisfait, parce que, mon ami, ce sont eux qui trahissent la main du menteur. Un gant, c'est ce qu'on ôte pour manipuler quelque chose sans laisser de traces. Et un vase déplacé, c'est ce qu'on heurte quand on agit à contretemps. Il se pencha légèrement vers moi. Le vase était vide. Avant le dîner, je l'avais remarqué. Or, après la mort de l'ambassadeur, on y trouva de l'eau renversée. Cela signifie qu'on y a plongé quelque chose, furtivement, après coup. Je compris. Le verre empoisonné? Exactement. Et le gant n'avait pas été oublié. Il avait servi de protection, puis déposé comme un rideau tombant après la pièce. Je restais ébahi. Poirot, lui, sembla presque attendri. C'est charmant, n'est-ce pas? Le crime se cache toujours derrière la plus gracieuse des maladresses. Poirot demeura immobile, le regard perdu dans le feu mourant. Puis, brusquement, il leva un doigt. « Ah, Hastings, je tiens le fil, ce minuscule oubli que je cherchais depuis des heures. » Je sursautai. « Lequel ?»« Le second verre, mon ami. » Sur la table, devant l'ambassadeur, 2 coupes étaient pleines, mais lui n'a jamais porté un toast à 2 mains. L'une appartenait à un autre, à celui qui devait s'asseoir à sa droite. Il marqua une pause. Ce siège fut changé à la dernière minute, et celui qui l'a échangé a, du même geste, signé la condamnation de sa victime. Je compris alors. Un simple déplacement, un échange de place, et le poison avait trouvé la mauvaise coupe. Poirot reprit doucement. Le véritable destinataire du poison n'était pas l'ambassadeur, mais l'homme au nom trop correct, Monsieur Calder. Je restais pétrifié. Et le meurtrier? Poirot sourit faiblement. Le seul qui eut intérêt à sauver l'ambassadeur plutôt qu'à le tuer, un protecteur, devenu assassin par erreur. Voilà la tragédie parfaite, le crime commis pour empêcher un crime. Et dans le silence, le feu s'éteignit, comme s'il avait compris. Il y avait dans l'air une tension que l'or des moulures ne parvenait pas à atténuer. Chacun des invités s'était installé dans le salon bleu, comme on prend place à un procès silencieux. On entendait
distinctement, le tic-tac d'une pendule ancienne. C'était le seul son que nul n'osait couvrir. Poirot, debout près de la cheminée, observait l'assemblée d'un œil calme, presque bienveillant. Ses mains croisées sur le ventre, il semblait aussi impassible qu'un notaire prêt à lire un testament. Pourtant, je le connaissais trop bien pour être dupe. Derrière cette immobilité se préparait un exposé méthodique, précis, implacable. La duchesse, pâle, triturait son mouchoir. Lord Ashcombe avait le visage fermé d'un homme qui pressent l'inévitable. La journaliste française, elle, tenait son stylo comme un talisman, mais son regard trahissait une nervosité contenue. Poirot inspira profondément, puis, avec douceur, « Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir accepté ma requête. Ce soir, la vérité doit être rendue à la lumière, non par devoir, mais par justice, et par élégance de l'esprit. » Et alors, dans ce silence feutré, il commença. « Permettez-moi de vous ramener à la première coupe levée, » dit Poirot d'un ton posé. Le dîner a commencé dans l'harmonie, mais déjà, certains éléments dissonants apparaissaient, si l'on voulait bien les entendre. Il marqua une pause, son regard flottant, d'un invité à l'autre. À 20h32, Lord Ashcombe échange sa place avec Mr. Calder, prétexte anodin, prétendue indisposition. À 20h36, un petit mot est glissé sous une assiette, non vue de Touges, mais reçu par la bonne personne. À 20h39, le majordome verse un vin choisi par l'ambassadeur lui-même. À 20h41, la duchesse pousse un cri. Et à 20h43, l'ambassadeur s'effondre. Je frissonnais, tant cette chronologie paraissait à présent glaciale dans sa précision. Ses gestes semblaient isolés, mais pris ensemble. Il joignit ses doigts, il dessine un plan. Le cri de la duchesse a couvert un mouvement. Le gant a masqué une empreinte. Le verre déplacé a changé de cible. Un murmure agita la salle. Poirot poursuivit. Ajoutez à cela le message codé, rédigé à l'encre de sympathie, transcrit sur un menu, transmis à celui qui hésitait encore. Un message de pression, d'ultimatum peut-être. Il se tourna vers moi. Voyez-vous, Hastings, ce ne sont pas les faits qui manquent, c'est la façon dont on les regarde qui change tout. Le plus grand talent du criminel, mes amis, poursuivit Poirot, en replaçant un coussin derrière son dos, fut de déguiser l'acte sous la bienséance. Le crime fut commis dans un écrin de respectabilité. Il désigna les murs bleus, les dorures, les portraits figés d'ambassadeurs passés. Tout ici inspire la stabilité. Mais c'est précisément dans cette apparente fixité que l'on a glissé la manœuvre. L'assassin savait qu'il ne devait pas se cacher. Il devait paraître. Et quoi de plus rassurant qu'un diplomate, un médecin, une femme du monde? Je notais la subtilité du procédé. Ce n'était pas le crime qui s'était caché, mais la vérité qui avait été rendue improbable. On a mêlé le geste fatal à une gestuelle de routine. On a profité d'un toast officiel pour faire passer le poison, d'un cri convenu pour couvrir une manipulation, d'un protocole pour éviter les questions. Poirot conclut. Ce n'était pas un meurtre audacieux, c'était une mise en scène dans une mise en scène, une tragédie intime jouée comme un ballet diplomatique. Et c'est cette élégance même qui a failli tromper mes petites cellules grises. Poirot demeura silencieux un instant, les paupières mi-closes. Puis il reprit, d'une voix plus basse, presque douce. Vous avez tous pensé, naturellement, à la politique, à la rénovie, à ses fragiles équilibres, à ses tensions internes. D'autres ont songé au vol du collier, une diversion peut-être. Mais non, ce n'était ni l'État, ni le rubis. Il laissa planer le silence. C'était un cœur blessé. Je sentis un frisson me parcourir. Le coupable n'a pas tué pour dissimuler un secret d'État, ni pour obtenir de l'argent. Il a tué
parce qu'il avait été humilié, rejeté, renié. Les visages se tournèrent lentement vers l'un des invités. Une ombre de rouge colora des joues autrefois pâles. Il y a des blessures, Hastings, qui ne se referment jamais. Une promesse rompue, une lettre déchirée sans réponse, une alliance oubliée sur une table de chevet. Et ce soir, sous les dorures, l'orgueil blessé a trouvé l'occasion d'un dernier éclat. Je murmurai « Mais alors, tout cela, l'ambassade, les alliances, le vol, n'étaient un que des paravents. » Poirot acquiesça, grave. « Oui, mon ami, l'âme humaine. Voilà le seul mobile que l'on n'ose jamais soupçonner. » Poirot prit une légère inspiration, puis leva la main, comme s'il dessinait une coupe invisible dans l'air. Le poison, mes amis, fut introduit, non pas au hasard, mais avec une précision remarquable. Ce n'était pas dans la carafe, ni dans la bouteille ouverte sous vos yeux. C'était dans une unique coupe, celle destinée à l'ambassadeur. Il marqua une pause. Je me souvenais à cet instant du verre légèrement décalé, de la serviette repliée, avec un soin trop méticuleux. Mais je n'avais rien dit. Une coupe, versée à l'écart, préparée à l'avance, puis placée discrètement à l'endroit prévu par un geste convenu. Une substitution invisible, si l'on ne prête pas attention à la chorégraphie de la table. Je le regardais, stupéfait. « Mais alors, Poirot, comment se fait-il que vous ne l'ayez pas vu ?» Un pli fugitif passa sur son front. « Parce que, mon ami, j'ai été distrait, volontairement. À l'instant précis, une question futile m'a été posée. Une remarque anodine sur les gravures du mur. Un écran de fumée mondain, mais redoutablement efficace. Il fixa alors la journaliste française. Et pendant que je répondais avec courtoisie, le crime s'exécutait sous mon nez. Et dans un regard que je n'ai compris que trop tard, j'ai perçu non la peur, mais le soulagement froid du succès accompli. Et pourtant, dit-il lentement, même l'élégance ne peut cacher le frémissement de la conscience. Je me penchai, intrigué, car il y eut un geste, minuscule, mais révélateur, un échange trop rapide, une main qui trembla à peine, mais que mes petites cellules grises n'oublient jamais. Il tourna la tête vers le majordome, puis vers Lord Ashcombe. « Souvenez-vous, mon ami, de ce toast. Vous l'avez trouvé déplacé, trop tardif. Or, ce n'était pas un toast, c'était une diversion. » L'assassin, emportant son verre avec empressement, a masqué un échange subtil et déplacé la coupe empoisonnée dans le champ de la victime. Je fronçai les sourcils. Mais cela, vous ne pouviez pas le voir. Non, répondit Poirot, mais je l'ai entendu. Le tintement des verres. Tous ont résonné à l'unisson, sauf deux. Un léger décalage, une hésitation. Et dans cette hésitation, la peur, le doute. Le crime, Hastings, s'annonce rarement avec fracas. Il s'insinue dans l'élégance et s'ébruite dans un détail que seul un homme qui tremble un peu trop vite peut trahir. Je n'oublierai jamais ce moment. Le silence avait la densité d'une nappe de velours, étouffant les respirations comme une chape tombée sur la pièce. Poirot, immobile, se tenait au centre de ce théâtre figé. Son regard s'arrêta sur une seule personne, et il prononça un nom, sans colère, sans triomphe. L'accusé, je ne puis me résoudre à le désigner autrement, resta d'abord figé, puis, lentement, comme si ses os se dérobaient un à un, il s'effondra sur le fauteuil à ses côtés. Il n'a eu pas de cri, pas de protestation, pas même une larme. Je ne l'aimais plus, murmura-t-il d'une voix rauque. Mais il avait brisé ce que j'étais. Je crus un instant que la duchesse allait parler, mais elle se contenta de détourner la tête. Ses mains tremblaient. Poirot s'approcha, presque avec compassion. « Vous avez voulu que ce meurtre ressemble à un incident.
à une ironie du sort. Mais en vérité, ce fut un message, un cri d'orgueil blessé, masqué par une coupe de cristal. Le majordome, d'un geste discret, ouvrit la porte. L'homme se leva, digne, silencieux, et sortit escorté. Personne ne bougea. Moi-même, je demeurai là, assis, la gorge serrée par un étrange mélange de stupeur et de tristesse. Poirot, enfin, déclara doucement. « Et voilà, mon cher Hastings, comment une mécanique parfaite peut échouer à cause d'un cœur humain. » Le salon bleu n'était plus qu'un théâtre déserté, sa lumière tamisée révélant ici ou là une chaise déplacée, un verre à demi vide, oublié sur un guéridon. Le parquet semblait avoir gardé l'empreinte du drame, comme si le bois lui-même conservait en mémoire les pas retenus, les soupirs étouffés, les regards tranchants. Je restai là un moment, seul, à contempler ce décor figé, vidé de ses comédiens, mais encore chargé d'une tension résiduelle. L'air avait ce goût d'après-orage, un calme étrange, presque solennel, alourdi par la mémoire de ce qui avait été dit, et de ce qui ne le serait jamais. Je me surpris à frissonner, sans raison apparente. Était-ce la fraîcheur du soir, ou bien cette impression diffuse que les vérités révélées avaient laissé dans leur sillage quelque chose de plus glacial que le mensonge, une sorte de beauté fêlée, silencieuse, comme une robe tombée au sol après un bal. Je retrouvai Poirot, installé dans le petit salon attenant, un châle écossais soigneusement posé sur les genoux, tenant entre ses doigts une tasse de porcelaine, fine d'où s'élevait un parfum de chocolat chaud, épais, presque solennel. Il leva à peine les yeux lorsque j'entrai. « Mon cher Hastings, » dit-il en soufflant doucement sur sa boisson, « nous avons vu ce soir une tragédie humaine, jouée avec le raffinement d'un ballet et l'économie d'un poème. » Je m'assis sans répondre, attendant qu'il poursuive. La justice, elle aussi, a besoin d'une certaine tempérance. Trop de zèle la rend brutale, trop de clémence la rend lâche. Ce soir, nous avons effleuré cet équilibre subtil. Il porta la tasse à ses lèvres, où la vérité, sans être cruelle, peut encore trancher. Je l'observais en silence, frappé par sa tranquillité presque irréelle. Il n'était ni fier ni amer. Il était simplement juste, comme s'il avait rangé l'affaire dans une boîte mentale, entre deux mouchoirs pliés, et qu'il en savourait maintenant le calme revenu. De retour dans ma chambre, je me surpris à ne pas pouvoir dormir. Le miroir accroché au mur, vieil objet d'ambassade, au cadre doré, me renvoyait une image incertaine, comme si moi aussi j'avais changé de rôle dans la soirée. Je repensais à chacun des convives, leur posture, leur silence, leur sourire si bien dessiné. Et je compris, non sans malaise, combien l'élégance pouvait être un camouflage plus efficace que n'importe quelle ruse. Le crime n'avait pas jailli d'une impulsion barbare, mais d'un cœur blessé, cultivé, intelligent, douloureusement lucide. Il s'était glissé entre les couverts en argent, avait pris le ton feutré des conversations mondaines, et s'était enveloppé dans la dentelle d'une robe diplomatique. Quelle étrange chose que l'âme humaine, pensais-je. Elle change d'apparence comme un acteur change de costume, selon l'heure, la compagnie ou le rôle à jouer. Mais sous les plumes et les brocarts, il reste parfois une blessure, trop bien cousue pour qu'on la voie à l'œil nu. Avant de refermer la porte de sa chambre, Poirot me lança un dernier regard par-dessus l'épaule. Il avait cette expression indéchiffrable, mélange de fatigue, de lucidité et d'une pointe d'ironie tendre. « Hastings, mon ami, vous vous étonnez toujours que la vérité se cache si longtemps. Mais elle ne se cache pas, elle attend. Elle se tapit dans les recoins des gestes, dans les inflexions de voix, dans l'élégance trompeuse des dîners d'ambassade. Elle ne porte jamais de masque.
Il ajusta le col de sa robe de chambre, impeccablement repassé. Mais il lui arrive parfois de s'habiller de soie. Puis il disparut derrière le battant, me laissant seul, avec cette phrase en tête, comme une dernière réplique murmurée à la fin d'une pièce trop humaine pour n'être qu'un jeu. Parfois, les vérités les plus éclatantes naissent dans le murmure des âmes blessées. Et vous, auriez-vous su lire, derrière les sourires et les soies, le cœur coupable qui se cachait? Dites-le-moi en commentaire, et si cette enquête vous a captivé, pensez à liker, à vous abonner et à partager l'histoire avec d'autres passionnés de mystère, car au fond, chaque fin n'est qu'un début voilé d'ombre et de lumière.